Sur le chemin qui mène à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, les personnalités, parfois les plus haut placées, déplacent chacune à leur tour un pion sur l'échiquier politique ivoirien. L'exclusion temporaire de Daniel Kabla-Duncan ainsi que d'autres responsables du PDCI sur décision du conseil de discipline du parti en est l'une des illustrations. Indiscipline, insubordination et comportement qui portent atteinte aux intérêts du parti sont les chefs d'accusation retenus contre les créateurs du PDCI Renaissance, un mouvement conduit par le vice-président de Côte d'Ivoire, désormais membre du RHDP, la coalition appelée de ses voeux par le président Ouattara, mais qui s'est heurté à la résistance de son ex-allié, le PDCI d'Henri Konan Bédié. Quelle portée peut avoir une telle décision sur les cadres exclus? Est-ce un pas de plus franchi dans la guerre que se mènent le PDCI et le RHDP? Qui sera le grand vainqueur de tout ceci? Le rôle aujourd'hui dévolu à Daniel Kabla-Duncan est-il le bon? La présidentielle de 2020 sera-t-elle un long fleuve tranquille, comme l'a encore assuré le président Ouattara devant l'Assemblée, désormais présidée par un de ses fidèles suite à la démission forcée de Guillaume Soro? Côte d'Ivoire, exclusion temporaire de cadres dont Daniel Kabla-Duncan, renouveau du PDCI ou coup de grâce dans la perspective de 2020. C'est le thème retenu pour le premier débat du jour. Ensuite, en Algérie, une foule immense a encore envahi les rues du pays pour le 7e vendredi consécutif depuis le début de la contestation qui réclame le départ du régime en place à Alger. Pourtant, quelques jours plus tôt, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé et remis sa démission au président du Conseil constitutionnel. Les manifestants s'opposent désormais à toute implication des anciens fidèles dans la transition politique qui s'ouvre. Pourtant, la Constitution prévoit que le président du Conseil de la Nation, qui fait office de chambre haute, Abdelkader Ben Salah, remplace Bouteflika pour une durée de 3 mois à la tête de l'État, le temps d'organiser une présidentielle. Qu'est-ce qui explique le refus du peuple de cette option? Quelles options restent aujourd'hui à l'entourage du président démissionnaire? La rue a-t-elle beau jeu de continuer à réclamer la mise en parenthèse de la Constitution? Algérie, démission d'Abdelaziz Bouteflika, enseignement et attente du peuple algérien. C'est le second thème du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place à l'énième round de la crise au PDCI et ses causes profondes. On revient juste après l'intermède. Et sur ce plateau, aujourd'hui avec nous, d'abord, Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour à vos téléspectateurs. Vous êtes grand militant des droits de l'homme, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous aujourd'hui, Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Messieurs, merci d'être à nos côtés pour ce double débat du jour. Le parti présidé par le président Henri Konan Bédié a décidé d'exclure provisoirement 6 hauts responsables pour indiscipline, insubordination et comportement qui portent atteinte aux intérêts du parti dans la droite ligne du combat que se livrent désormais le RHDP et le PDCI. Aimé Tiefa. Oui, disons que il y a quelques années, à peu près 2 années, il n'était plus possible à l'intérieur de chaque formation politique de la mouvance RHDP, la grande mouvance au pouvoir, pour ne pas les citer les euphétistes, il n'était plus tout à fait possible pour ceux qui avaient double face ou pour les acteurs politiques bifaces. Une face affichée au grand jour, que tout le monde connaît, affichée au grand public, et une face affichée la nuit que tout le monde ne connaissait pas. Puisqu'en fait, en analysant le jeu des acteurs, ce qui est important pour celui qui a déjà le pouvoir, c'est ne pas le perdre. Pour celui qui ne l'a pas, c'est comment arriver à l'obtenir qui le préoccupe. Mais étant donné que la trame de cette émission s'est zoomée sur les stratégies de ceux qui sont déjà au pouvoir et voudraient continuer par garder le pouvoir. Alors par rapport à cela, il y a eu beaucoup de velléités au sein du PDCI, l'un des plus grands partis, pour ne pas dire le plus gros morceau, des oufouettistes en alliance
et qui contrôle la Côte d'Ivoire depuis à peu près une dizaine d'années. Alors, il est arrivé que le parti a eu le temps de faire le point pour pouvoir inscrire sur cette liste 6 cadres, dont le vice-président de la Côte d'Ivoire, qui n'est nulle autre personne faite par le président Bédié, appelons chaque chose par son nom. C'est au regard de l'alliance nouée avec le président Alassane Dramane Ouattara, alliance qui en fait partie de la volonté manifeste du président Henri Konan Bédié. C'est ça qui a permis de révéler le vice-président Henri Konan Bédié, Daniel Kabla Duncan. Duncan, sinon il n'était pas si connu. Alors, il fait partie des grands bénéficiaires de cette alliance-là, et son mentor a joué un rôle important pour qu'il en soit ainsi. Alors, étant donc au courant, puisque d'ailleurs, vous avez suivi, à un moment donné, il a pris sa résolution, il a créé un autre PDCI, et il est resté beaucoup plus collé à l'idéologie de RHDP, Alassane Dramane Ouattara. Donc, en définitive, lui-même devrait déjà prévoir que, d'une manière ou d'une autre, il serait expulsé du parti, puisque de toutes les façons, il s'était déjà expulsé lui-même. Dieudonné Lokossou, est-ce que ce n'est pas normal de virer des cadres aussi importants soient-ils lorsqu'ils préfèrent des postes au gouvernement à la ligne d'un parti aussi influent, on va dire? Non, moi je crois que il faut faire un peu la genèse. Et le PDCI a un héritage laissé par le président Houphouët. Et Konan Bédié, c'est lui qui a introduit l'ivoirité. Le concept d'ivoirité. Qui a exclu à un moment donné le président Alassane Ouattara. Bon, alors, lorsqu'il y a eu ce rapprochement, je crois que c'est déjà au sommet. Et le président Konan Bédié et le président Ouattara se sont retrouvés pour sceller au sommet cette alliance. Ce n'est pas parti de la base. Donc c'est déjà une erreur. Un problème. Une erreur stratégique. Bon. Et lorsque nous avons des partis en Afrique, les membres qui adhèrent font toujours des migrations, des va-et-vient. Et c'est selon l'intérêt du moment que les gens s'accrochent. Alors, donc, les motifs invoqués, par exemple, pour dégager provisoirement, dit-il, l'actuel vice-président et 5 autres cadres me paraissent un peu farfelus. Pourquoi ça veut donc dire que... Mais, et lorsque ce qui est malheureux, quand vous voulez quitter ou quelqu'un vous quittez, mais vous ne vous accrochez plus à ce que lui il a créé et vous êtes venu. Alors, lorsqu'on me dit PDCI, Renaissance, mais et l'autre, l'ancien PDCI, il devient quoi? Il aurait dû tout simplement créer un autre parti qui n'aurait plus aucun lien, aucune dénomination similaire au parti qu'il a fait. Donc, la liberté est toujours limitée et lorsque les intérêts ne sont pas convergents. Alors, donc, moi, je crois que ce limogeage, qui ne dit pas son nom, parce qu'il faut un congrès pour entériner ce qui a été fait, et ça me pose un problème de conscience. Ça veut dire que lorsque vous rentrez dans un parti, votre liberté est aliénée. Donc, c'est un problème en Afrique. Alors, M. Tchefa, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est quand même pas bizarre? Est-ce que le dessein aujourd'hui, c'est de vider le PDCI
originelle de sa substance? Est-ce que c'est d'arracher les attributs du parti à Henri Konan Bédié le plan? Puisque, comme l'a dit Denis Lokossou, vous avez la liberté de créer un autre parti, vous avez la possibilité de démissionner du PDCI en bonne et due forme. Vous ne le faites pas, vous êtes toujours considéré comme membre du PDCI, mais vous allez créer un autre mouvement que vous appelez PDCI Renaissance. Est-ce que l'objectif, c'est de réduire à une portion congrue le président Henri Konan Bédié et ceux qui lui sont restés fidèles jusqu'aujourd'hui? Vous avez sans doute connu au Bénin le père des nouvelles générations, créé par Camaro Fassassi. On est habitué à cela dans les partis politiques africains. Ce n'est pas ça qui serait étonnant. Ce qui est important et qu'on doit voir objectivement, premièrement, c'est qu'une organisation politique est une organisation de type particulier. Ce n'est pas une entreprise ou une fabrique de jus de fruits. C'est une organisation qui est dotée d'une idéologie nationale en vue de la conquête du pouvoir politique et de son exercice. Et quand vous faites un peu le parcours, donc là, quand même, n'était pas n'importe qui au PDCI. Tout à fait. Après Henri Konan Bédié, c'était lui. Disons que c'était lui. Il avait quand même l'aisance nécessaire. Alors, à la recherche du maintien de pouvoir, et puis, je l'ai dit ici, c'est Henri Konan Bédié qui l'a amené et branché vers Ouattara. Tout à fait. Il n'avait pas cette voix avant. Il n'avait pas cette force ou cette puissance avant. Il a remercié en monnaie de singe Henri Konan Bédié? Non, ce n'est même pas ce que je dis. Même si je finirai par dire cela, mais pas en ces termes exactement. Alors, non seulement, il ne dit pas « j'ai rompu les amarres avec vous » à sa formation politique originelle, mais il crée une formation similaire, similarité dans le nom, similarité dans le logo, similarité dans l'idéologie, d'accord, sans pour autant leur dire « je vous quitte » et se réclame encore de cette famille politique. À leur place, est-ce que vous vous accepteriez? Ils ont été suffisamment patients. Ils ne l'ont pas exclu. Lui-même s'était déjà exclu à partir du moment où il est allé créer une autre formation en vue de semer la confusion dans l'esprit des militants à la base du PDC. Pour moi, il n'y a pas de PDC. Le PDCI, tout le monde connaît l'histoire du PDCI, qui est l'un, ça on l'oublie assez souvent, qui est l'un des partis politiques les plus vieux en Afrique. Il ne faut pas oublier cela. Donc, quand vous faites bien le point des événements survenus au regard de tout ce qui s'est passé à peu près depuis une quinzaine d'années, la façon de fonctionner de Dokkan a montré en fait comment les partis politiques, pour la plupart, il y en a qui sont très bien en Afrique de l'Ouest, fonctionnent en pays francophone et ce que cela pourrait donner comme résultat. Moi, je ne trouve pas le chef d'accusation farfelu. Il y a une discipline de groupe. Quand vous appartenez à un parti politique, il y a une ligne idéologique qui est tracée et il y a un esprit d'harmonie, un mouvement d'ensemble. Alors, lorsque vous tournez dos à toutes ces valeurs qui constituent le ciment même de ce parti politique, à quoi vous vous attendez? Et si vous étiez propriétaire d'un parti politique à travers son idéologie et sa mise en œuvre, si vous en étiez leader, quelle serait votre réaction? Alors, vous allez toujours continuer par considérer Dokkan comme un des vôtres, alors que de plus en plus, il resserre son lien avec Ouattara, alors que le lien entre Ouattara et Bédié est totalement détérioré et rompu. Il faudrait qu'on en tienne compte. Alors, donc, je trouve que ce n'est que la résultante normale des rapports de force survenus de part et d'autre à l'intérieur et à l'extérieur de ce parti politique, au regard même des zones d'incertitude qui se sont produites. C'est normal qu'on aille à cette implosion, née donc des différents conflits de succession, conflits d'attribution, conflit de recherche de pouvoir et même quelque part conflit de croissance, parce que Dokkan pense maintenant qu'il a suffisamment d'étoffe pour se débarrasser
de l'étendard et de la protection de son mentor, qu'est le président Henri Konan Bédié. Alors, Dieudonné Lokossou, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater, je dirais, l'émiettement du PDCI, ou bien non, le parti reste à même, pourquoi pas, de conquérir le pouvoir d'État, puisque visiblement, c'est ce point d'achoppement-là qui fait que le PDCI n'a pas accepté aller à cette, je dirais, à cette refonte-là, aller dans le RHDP, puisque le président Henri Konan Bédié estime qu'on lui a promis qu'il désignerait le candidat pour 2020, et comme on ne tient pas promesse, il n'irait pas à cette alliance-là. Est-ce que selon vous, le PDCI aujourd'hui est plus fragile que jamais ou non? Le parti reste quand même à même de compétir et pourquoi pas de gagner? Non, moi je pense que à partir du moment où il y a, moi j'appelle des actes de rébellion, ce Duncan fait partie des rebelles. Et puis appuyé fortement par le président Ouattara. Et c'est la fin qui justifie les moyens. Moi, tous les soirs, je suis rivé sur la télé ivoirienne et je vois ce qui se passe, les manipulations des populations. Donc, un homme politique doit être un homme de parole. Mais malheureusement, la politique en Afrique, c'est l'absence de la vérité. Sinon, mais vous êtes parti sur une base au départ. Disons que nos partis sont assis sur des intérêts, pas idéologiques, pas forcément. Et parce que ici, si je prends le cas du Bénin aujourd'hui, mais vous avez deux blocs, des progressistes et des républicains. Les progressistes sont en quelle idéologie? Sont-ils de la droite? Sont-ils de la gauche? Parce que le mélange que moi j'ai vu, ben, il y a des gens qui sont les pénistes d'extrême droite et ils se reconvertissent comme progressistes. Quand j'ai dit que c'est la fin qui justifie les moyens, ben, est-ce que Duncan est sûr qu'il va porter le flambeau de la RHDP en 2020? On est plus loin de l'élection présidentielle. Donc, je crois qu'il y a une politique d'affaiblissement du PDCI RDA, qui est, comme l'a dit mon ami, un des vieux partis. C'est pourquoi j'ai parlé d'héritage de Houphouët-Boigny. Ils sont en train de violer, de profaner la mémoire de ce vieux et qui a quand même, bon an, mal an, servi la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu, lorsqu'on n'a pas, la politique n'est pas assise sur des bases, après sa mort, avec les querelles de succession, on a abouti au Conseil de l'ivoirité qui a conduit à la guerre. Mais aujourd'hui, Guillaume Soro, je viens de lire sur les réseaux sociaux, et qu'il a dû prendre le large. Je viens de lire ça à tout à fait. Il a lagué les amarres aussi. Bon. Il n'est d'ailleurs plus président de l'Assemblée nationale. Et il a bien tombé en disgrâce. Oui. Et eux qui ont animé la guerre, qui ont tué des milliers d'Ivoiriens, mais c'est l'ancien chef de l'État seul, comme lui ne voulait pas servir les intérêts de la France, c'est lui qui s'est retrouvé à La Haye avec son blé goudé et son homme de main. Or, et tout ça, ça a déséquilibré la Côte d'Ivoire. Psychologiquement, ça pose un problème. Et il faut pour ressouder, pour ne pas faire du surplace, du replâtrage, ce qu'ils font là pour dire réconciliation. Mais ça, c'est des mots qu'on jette en l'air. Est-ce qu'il y a la sincérité? Souhaitons que les élections se passent bien. En 2020 et que la trahison de monsieur comment vous l'appelez, Duncan, puisse profiter de ce qu'il espère. Et j'espère que au bout du rouleau, il ne sera pas roulé dans la farine comme ils ont l'habitude de le dire là-bas. Alors, à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire 2009, le président Ouattara
a défendu le bilan de son gouvernement. Il a nommé déjà les sénateurs manquants aussi, c'est fait. Donc ensemble, on sent que l'agenda du président est en train d'être exécuté pour 2020. Oui, le président Ouattara, il a fini. Selon la Constitution, il ne peut plus rempiler. Ah non? Non, le président Ouattara, le président Ouattara, là, c'est un vieux débat. Non, mais il a répété. Nous sommes dans une nouvelle constitution. Non. Et lorsque les cartes sont remises à plat... De toutes les façons, c'est un vieux débat qu'on a tellement mené. Et je compte sur la sagesse du président Ouattara, qui a fait 2 mandats. Il a fait 2 mandats, peu importe la constitution, peu importe comment, peu importe d'où il est parti. Il a fait 5 ans 2 fois. OK. Et il a toujours promis que ce n'est pas à cause de cela qu'il changeait la Constitution. Qu'il changeait la Constitution pour faire développer son pays. Alors, il ne faudrait pas qu'il fasse volte-face et que ce qu'il a fait, qu'on croit que ça n'a pas été bien. Alors, moi, je crois qu'il a fini, puisque d'ailleurs, lui-même l'a dit à maintes reprises qu'il transmettrait le flambeau, remettrait le pouvoir à la jeune génération. Bon, c'est la portion jeune génération qui pose toujours un peu problème, puisque ça, c'est son idéologie à lui. Mais il a toujours été en alliance avec quelqu'un sans qui, à l'époque, il ne pouvait pas prendre le pouvoir. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et celui-là a toujours dit, dès que c'est prêt, c'est lui qui, cette fois-ci, doit proposer son candidat, qui se trouve être lui-même. OK? Et qui, au regard de leur constitution, ne viole le moins d'articles. À partir de ce moment, je crois qu'il y a quand même un énorme problème qui s'est posé et qui a donc créé l'implosion entre ces 2 frères-là. Ce qui est important maintenant, le président Ouattara sait qu'il est en train de partir. Donc, il est en train de chercher tous les moyens pour bien poser l'aéronef sans qu'il n'y ait d'égratignure et s'assurer que le pilote qui sera à la manette est un homme qui pourra conduire l'aéronef comme cela se doit sans l'écraser. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Vous voyez bien, il est en train de prendre beaucoup de dispositions. Il est en train de faire une sorte de ménage. Il est en train de bouger de beaucoup de pignons, bien les mettre en place en ordre de bataille pour 2020. C'est tout. Le président Alassane Ouattara a plusieurs fois estimé dernièrement que, selon tous les constitutionnalistes, il n'y a aucun obstacle pour qu'il soit candidat s'il le voulait. Non, ça c'est la ruse. C'est la ruse. Je ne vais pas compléter l'autre mot. C'est la ruse. Parce que si on dit ça, lorsqu'il va rebelloter, eh bien, mais il peut à tout moment dire il faut changer de constitution. Et on sera toujours dans la nouvelle constitution. La constitution, même si c'est l'ancienne qu'il a reformulée, comme il a dit l'autre, il a déjà fait, il a assumé 2 fois la présidence. 10 ans, je crois que il faut pas qu'on tombe dans le syndrome algérien. Donc, quand les gens s'attachent au pouvoir et ils ne savent pas que il faut vite quitter les choses avant que les choses ne les quittent, mais ça pose problème parce qu'on ne peut pas avoir cette conception du pouvoir pour dire que on a changé la constitution, mais ça n'a pas de sens parce qu'il y a d'autres Ivoiriens qui peuvent assumer correctement la fonction. Ce n'est pas des gens qui manquent. Et moi, j'estime qu'il a déjà floué l'autre, son partenaire, sans lequel il ne pouvait effectivement pas accéder à ce pouvoir-là. Donc, la sagesse il aurait eu vraiment la sagesse de quitter lentement les choses. Mais en voulant s'ancrer forcément, il pouvait perdre le contrôle. Donc, moi, j'estime que cette conception qu'on a du pouvoir en Afrique, c'est moi ou personne, ce n'est pas une bonne chose, une bonne leçon pour la démocratie. MHFA, Guillaume Kigba-Fourissoro préside aujourd'hui un comité politique. L'homme est tombé en disgrâce. Il a affirmé
qu'on lui a demandé de quitter ses fonctions, le président de l'Assemblée nationale, ce qu'il a fait. Il a rendu une démission. Il a aujourd'hui tout au moins 2 mouvements qui se sont transformés en formation politique et suscitent sa candidature pour 2020. Il semble avoir un agenda aussi. Est-ce que selon vous, il est candidat pour 2020? Et si oui, quelles sont, pourquoi pas, ses chances de prospérer? Honnêtement, je ne sais pas s'il est candidat, honnêtement. Parce que dans le même temps, il a dit qu'il a fait un rapprochement avec le président Bédié et le président Gbagbo, qu'ils sont en discussion et qu'il est fort probable qu'il appartienne à cette alliance. Et si oui, est-ce que cette alliance le retiendrait comme candidat? Je ne sais pas. Mais c'est aussi un fait que le temps qu'il a fait au sein de l'arène politique, il est des sérails. Il a occupé, disons, les postes les plus importants. Il ne lui reste en fait que celui-là. D'accord? Mais nous savons que sans une alliance, il ne peut pas. Aucun parti politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est capable, à lui tout seul, de prendre le pouvoir politique sans se mettre en alliance avec d'autres partis politiques. Ça, c'est impossible. Alors, s'il va vers le PDCI et vers le FPI pour une alliance, est-ce que ces 2 partis politiques, en considérant le passé, en regardant dans le rétroviseur, ces 2 partis politiques accepteront retenir comme candidat commun Guillaume Soro? Je ne sais pas. Je ne voudrais pas trop m'éterniser là-dessus. Le fait est déjà qu'il réussisse à resserrer les rangs autour de lui, à consolider un jeune et tout neuf parti politique qu'il est en train, parce que ce n'est pas encore définitivement mis en place, qu'il est en train de mettre en place, c'est déjà une réussite allant dans le sens de 2020. Mais il va falloir huiler vraiment cette machine. Il va falloir ratisser l'âge sur le terrain. Il va falloir mobiliser pour montrer à ses partenaires politiques éventuels qui viendront, forcément, il doit appartenir à une alliance, pour leur montrer qu'il a un fief digne du nom. Tout parti politique naissant n'a pas encore de fief digne du nom clair sans les joutes électorales. Alors, il va falloir qu'il prouve qu'il a du monde derrière lui pour que de part et d'autre, qu'on le prenne au sérieux au sein des alliances. Voilà. Influence de Laurent Gbagbo pour 2020, c'est possible selon vous? Dans quelle mesure? Bon, Laurent Gbagbo n'a pas encore fini ses problèmes avec la justice. Il y a un appel éventuel qui l'attend. Donc on ne peut pas miser sur lui pour le moment. Maintenant, je reviens un peu à Guillaume Soro, un jeune brillant et talentueux, courageux, mais ils ont laissé beaucoup de séquelles en Côte d'Ivoire. Bon, le président Ouattara, qui est aussi lié à cette histoire, a trouvé une passerelle pour vite émerger. Mais j'ai entendu Guillaume Soro dire qu'il est de la gauche démocratique. Les 2 partis qui sont en vue, le RDR et le PDCI, sont des partis de la droite pure. Je ne vais pas faire l'injure de leur coller l'extrême droite, mais ils sont de la droite. Alors, je crois que c'est l'une de ces raisons pour lesquelles il a quitté. Oui, il a refusé d'aller au RHDP. Je ne sais pas comment il va faire cette volte-face pour revenir, pour dire qu'il veut se mettre en alliance avec le PDCI. Ça va être vraiment un mélange cacophonique, comme bon, en Afrique, il n'y a pas de honte, et à être hier de la droite et à se revendiquer de la gauche aujourd'hui. Donc, ça se passe dans les pays, peut-être par magie, il peut arriver à cette fin. Voilà, c'est la fin du premier plateau du jour. Place au maintien de la contestation en Algérie, malgré le retrait de Bouteflika. On revient après la virgule.
Algérie, démission d'Abdelaziz Bouteflika, enseignement et attente du peuple algérien. Le débat se poursuit avec vous, messieurs Denis Lokossou et Aimé Tchefa. Alger, Oran, Constantine, Batna, Tizi Ouzou, pratiquement toutes les villes du pays étaient encore dans les rues vendredi dernier. Denis Lokossou, qu'est-ce qui explique, je dirais, ce maintien ou cette constante veille de la population algérienne, alors même que visiblement la tête est tombée? Non, je crois qu'il faut tenir compte de la revendication globale des insurgés en griffe, parce qu'ils marchent les mains nues et la révolution tranquille en Algérie se poursuit jusqu'à ce que toute l'écurie soit nettoyée. On a dit qu'on ne veut plus d'un système qui les a affamés, qui les a ruinés depuis 1962. Donc on veut balayer cette classe et renouveler l'élite politique. Donc c'est simple. C'est simple. Pour moi, c'est clair comme l'eau de la roche. Et c'est, pour moi, en période de confusion et en plus de tests, les gens, au mépris des tests qui régissent les mouvements sociaux, ont commencé spontanément à se mettre dans les rues lorsqu'on a voulu repositionner un éclopé, quelqu'un qui n'a plus ses sens, qui ne possède plus ses sens psychiques, moraux et tout. Et le peuple s'est réveillé. Le peuple a mis la pression au point où l'armée même s'est ralliée. Et le FLN, qui était l'un des partis qui supportent fortement le président Bouteflika, et tout le monde, un à un, a commencé par se séparer, soit du système, à quitter le système. Et moi, je crois que c'est une leçon pour l'Afrique. Et lorsqu'on maintient les gens dans l'esclavage, lorsqu'on maintient le peuple dans la misère, ça explose et on ne peut plus vraiment contenir la chose. Donc, la démission de Chola n'est qu'un pas. Donc, c'est quelque chose de façade qu'on a fabriqué, et il faut que tout le système tombe. Vraiment suive le président qui a dirigé le pays pendant plus de 20 ans. Voilà. Les protestataires appellent aujourd'hui au départ d'Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, qui doit remplacer le président Bouteflika et organiser des élections. Ils appellent aussi au départ de Tayeb Belaïs, président du Conseil constitutionnel, mais aussi de Noureddine Bedoui, Premier ministre actuel. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le pouvoir doit tomber dans tous ces compartiments. Est-ce que, selon vous, on doit appeler carrément à la dissolution de la Constitution, puisque visiblement, c'est ce que demande le peuple algérien? Monsieur Lokossou vient de dire quelque chose d'important que je voudrais redire. Il faut nettoyer entièrement l'écurie. Vous voyez, les dirigeants au pouvoir pensent qu'en fait, ils sont plus forts et plus intelligents que le peuple. Les peuples, en quelque chose, sont comme Dieu. Leur colère est très lente. Mais quand elle arrive à leur point de pic, rien ne l'arrête. Pensez-vous aujourd'hui qu'on peut encore parler de constitution en Algérie de façon sérieuse? Aucune institution n'est plus démocratique là. Le pouvoir appartient au peuple. Seul le peuple en est détenteur. En l'état, aujourd'hui en Algérie, on ne peut plus parler de constitution. On ne peut plus parler d'armée. On ne peut plus parler de rien. Le peuple qui est l'unique détenteur du pouvoir demande à ce que tout soit rasé. Tous ceux qui sont mêlés au système Bouteflika, tous ceux qui en savent quelque chose, qu'on les mette de côté et qu'on reconstruise et que la démocratie algérienne renaisse de ses cendres. Sinon, c'est un grand dommage. Moi, je me demandais, le peuple algérien est si godillot et si faible jusqu'à ce niveau. Un monsieur qui n'est capable de rien faire. Il n'est pas capable de respirer par lui-même. Il est
dépendant à 100% des autres. Il faut qu'on lui fasse tout. Et il est comme ça depuis quelques années. Et c'est lui qu'on veut encore repositionner pour être candidat à une élection présidentielle, vous-même. Même si Dieu ne vous arrête pas, parce qu'étant extrêmement bon et miséricorde, vous-même, vous n'avez pas une conscience en tant qu'être humain pour vous arrêter. Vous voyez, comme Bouteflika. Et puis, c'est surtout l'œuvre de sa famille, je vais dire, de son frère, qui continuait pas l'utiliser comme marionnette, comme pantin, pour maintenir le clan Bouteflika au pouvoir. Quand moi j'étais enfant, Abdelaziz Bouteflika était un excellent ministre des Affaires étrangères. C'était sur l'épaule de Bouteflika que reposait l'avenir du peuple algérien. Un grand homme érudit, polyglotte de plusieurs langues, géostratège, qui arrivait à dénouer les situations les plus compliquées. Et lorsque l'Algérie l'envoyait quelque part, il revenait toujours avec le résultat. Qu'il devienne président de la République, qu'il fasse 2 mandats et se retire, son nom serait gravé en lettres d'or dans tous les livres d'histoire de la planète. Regardez comment il finit. Dans un état d'inconscience, de faiblesse totale, de déchéance totale, qui ne rend pas compte de tout ce qu'il a été et de tout le service qu'il a rendu à ce peuple. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et ça doit être une leçon pour les autres. Lorsque Dieu vous envoie une maladie, c'est un premier signal. Il ne vous terrasse pas avec ça. Et que vous continuez pas à vous accrocher au pouvoir, tôt ou tard vous mourrez de votre propre mort. Dieu ne vous aurait pas tué. Ou alors le peuple se révolterait et vous n'avez plus la capacité de le contrôler. Pour moi, aujourd'hui en Algérie, tout est suspendu. Et le gouvernement, et les institutions constitutionnelles, et la Constitution, et tout, ils devraient simplement aller à une conférence nationale pour rebâtir leur pays. Parce qu'on oublie souvent assez aussi, de rares pays ont résisté au printemps arabe. Parmi ces pays figurent l'Algérie et la Tunisie surtout. Alors, ils ont su conduire la machine jusqu'à un niveau donné. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Avez-vous l'idée de combien d'ingénieurs d'origine algérienne, formés en France, aux États-Unis, au Canada, à Londres, reviennent et sont en train d'être de pauvres tasses humaines? Il y en a assez. Vous avez des docteurs de sciences pratiques dont on en a besoin pour le développement, qui sont de vils vendeurs ou de vils épiciers dans des magasins. Vous pensez que c'est normal ça? Et qui sont alors ceux qui font les gros boulots, où on a besoin de qualifications au top niveau, Bac plus 8 pour pouvoir le faire? Ce sont leurs proches, les proches du régime. Ça ne peut pas durer, ça ne peut pas perdurer aussi longtemps. Le peuple est l'unique détenteur du pouvoir. Il est en train de reprendre son pouvoir, égard à ceux qui l'en empêcheront. L'armée a compris qu'elle est là pour servir le peuple et non un être humain. Alors aujourd'hui, est-ce Dieudonné Lokossou dans l'usure du pouvoir que les vices se développent, ou bien est-ce que le dirigeant peut être foncièrement mauvais, ou c'est en voulant s'éterniser au pouvoir que les problèmes arrivent? Qu'est-ce qui peut expliquer, je dirais, cette faillite de nombreux chefs d'État sur le continent qui tentent de rester 10, 15, 20 ans, 25 ans, parfois 30 ans pour certains, mais qui tombent dans l'oubli, ou qui, comme l'a dit Aimé Thiéfa, arrivent à remettre même en cause tout ce qu'ils ont eu à faire pour le peuple? Ouais, comme il a dit, la souveraineté appartient toujours au peuple. Et le peuple a toujours le dernier mot. Il n'y a pas de pouvoir divin. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Et il faut savoir, il faut gérer avec délicatesse ce pouvoir-là, en respectant les grandes valeurs démocratiques, les grands principes de démocratie. Lorsque il y a d'abord l'usure, c'est quand on s'éternise, on veut s'éterniser, on veut que le pays, ce n'est pas vendu. Mais
on crée des chômeurs, comme il a dit, la corruption rampante. Mais il y a beaucoup de phénomènes sociaux qui fâchent le peuple, et le peuple observe. Mais ce n'est pas quand vous allez quitter forcément le pouvoir après votre mort qu'on va identifier, qu'on va dénombrer tous les dégâts que vous avez créés. Vous avez vu en Tunisie comment le général là, il a pris le large. Et bon, mais malgré ça, il a créé tellement de problèmes que ceux qui sont là même ne s'en sortent pas encore. En Algérie, qui a lutté, ont versé le sang. Ils ont vaillamment lutté pour chasser le colon. Mais on ne s'amuse pas avec les intérêts du peuple. Donc, moi, je pense qu'il faut revoir complètement les systèmes politiques qui guident nos dirigeants. Nos dirigeants n'ont pas conscience que la souveraineté appartient au peuple et ils s'érigent en donneurs de leçons où ils instaurent la dictature et on veut même pas écouter la minorité. Parce que qu'est-ce qu'on entend? C'est la majorité, c'est la loi de la majorité qui passe. Mais la majorité n'a pas le monopole de la vérité. La vérité est universelle. Et ce n'est pas une ou un groupuscule qui peut se targuer de dire, bon, c'est notre vérité, c'est ça qu'on impose au peuple. Lorsque le peuple est fatigué, je vous ai dit l'autre jour, avant, on accédait au pouvoir par les coups d'État. Aujourd'hui, non. Mais il y a les urnes. Lorsque il n'y a plus de possibilité pour le peuple d'aller s'exprimer librement, mais c'est la rue qui règle ça. Et le Burkina Faso, il y a les textes. Donc, et tout ça, ça doit servir de leçon. Mais on dit, et les peuples sont les mêmes. Hein. On dit, le Burkina, ce qui s'est passé au Burkina, ça ne peut jamais se passer ici. Mais les gens se trompent. Les gens se trompent. Quand Dieu vous fait voir des choses, il faut saisir le sens. Il faut interpeller sa conscience. Sinon, Bouteflika, qui est... Il est dans son fauteuil roulant, mais il est pris en otage par un petit groupuscule et il pompe le peuple. On envoie des gens dans une misère crasse et on pense qu'on défend le pays. Moi, j'ai dit que ce monsieur, il a beaucoup fait pour l'Algérie. Il devrait sortir par la petite porte. C'est dans un fauteuil roulant, titubant, qu'il a remis sa lettre de démission contrainte par le peuple. Ça veut dire que la souveraineté, ça vient du peuple. Voilà. Mais Tchefa, quelle leçon pour les dirigeants africains sous l'eau tropique? Non, on l'a tout dit. On l'a tout dit. Il ne faut jamais perdre de vue que le peuple est l'unique détenteur du pouvoir. Mais par rapport à la question que vous posiez, Montesquieu a dit « Tout homme qui a le pouvoir est porté à en abuser ». C'est pourquoi il faut utiliser le pouvoir pour arrêter le pouvoir. Alors, à partir de ce moment, et puis j'ai aussi l'impression que le fauteuil présidentiel, le fauteuil du président de la République, c'est comme un fauteuil où lorsque vous posez vos deux fesses, vous devenez sourd. C'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'on n'entend plus rien. Les oreilles hermétiquement fermées. Même dans les pays occidentaux. C'est ça que vous allez observer. Regardez ce qui se passe en France avec Macron. On n'a jamais vu un mouvement de revendication aussi long. Vous êtes juste un locataire ou un mandataire du peuple. Le peuple, parmi plusieurs candidats, vous a retenu pour faire un boulot. C'est comme vous soumissionnez un marché public et c'est vous qui avez été désigné après le dépouillement des offres. Mais ce que vous voulez réaliser, ce n'est pas pour vous, c'est pour le peuple. Si vous en êtes conscient et vous faites le boulot pour lequel vous êtes élu, c'est un honneur pour vous, génération après génération. Ce sont les confusions dans les esprits des dirigeants
leur forte tendance à se maintenir définitivement au pouvoir, qui finit toujours par créer des problèmes incontrôlables dont Dieu seul connaît l'issue. Aucun dirigeant au monde ne peut se targuer de connaître son début et sa fin, même s'il consultait les plus grands eschatologues. Seul Dieu connaît la fin de chaque chose, et c'est pour cette raison qu'il faudrait mieux faire simplement ce qui est juste, ce qui relève du cadre normatif pour pouvoir bénéficier de la dignité et de l'honneur du peuple. Quand on est dirigeant, c'est cela qui compte plus que toute autre chose. Voilà, ce sera votre mot de fin. Vous êtes Aimé Tchefa, sociologue, Espérance Radio et Développement. Face à vous aujourd'hui, Dieudonné Lokossou, grand militant des droits de l'homme, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Messieurs, merci. 2 thèmes au menu du jour. Côte d'Ivoire, exclusion de cadres dont Daniel Kabla-Duncan, renouveau du PDCI ou coup de grâce dans la perspective de 2020, et Algérie, démission d'Abdelaziz Bouteflika, enseignement et attente du peuple algérien. Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien. Merci.